Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 8 juin. Malaise entre Alger et Madrid, l'Algérie décide de suspendre immédiatement le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération avec le Royaume d'Espagne. Une décision due à la campagne engagée par le gouvernement de Pedro Sánchez, tendant à justifier son revirement sur le dossier du Sahara occidental. Effort de paix en Libye. La conseillère du secrétaire général des Nations Unies en Libye, Stéphanie Williams, souligne l'importance de mettre en œuvre les accords de cessez-le-feu pour activer de nouvelles mesures. Vers un dénouement de la crise céréalière née du conflit en Ukraine, Moscou annonce sa disposition à garantir la sécurité des navires céréaliers quittant les ports ukrainiens avec la coopération de la Turquie. Et puis, sport football, deuxième sortie réussie des Verts en éliminatoire de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. L'Algérie vient de conforter sa place de leader de son groupe en battant la Tanzanie 2-0. Bonsoir à tous. L'Algérie a décidé de procéder à la suspension immédiate du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération qu'elle a conclu le 8 octobre 2002 avec le Royaume d'Espagne. Selon la présidence de la République, les autorités espagnoles se sont engagées dans une campagne tendant à justifier la position qu'elles ont adoptée sur le Sahara occidental en violation de leurs obligations juridiques, morales et politiques de puissance administrante du territoire qui pèse sur le Royaume d'Espagne jusqu'à ce que la décolonisation du Sahara occidental soit déclarée accomplie par les Nations Unies. Toujours selon la présidence de la République, ces mêmes autorités qui assument la responsabilité d'un revirement injustifiable de leur position depuis les annonces du 18 mars dernier par lesquelles le gouvernement espagnol actuel a apporté son plein soutien à la formule illégale et illégitime de l'autonomie interne préconisée par la puissance occupante, s'emploie à promouvoir un fait accompli colonial en usant d'arguments fallacieux. Cette attitude du gouvernement espagnol est qualifiée par Alger de violation de la légalité internationale. Et selon le politologue algérien Hassan Qassimi, cette position traduit bel et bien un contentieux diplomatique entre Alger et Madrid. C'est une décision qui était prévisible pour la simple raison que l'Algérie a pris des décisions une fois qu'elle a appris que le gouvernement espagnol soutient publiquement, officiellement, le projet qui a été proposé, le projet illégal proposé par les autorités marocaines au sujet de l'autonomie, la proposition de l'autonomie du Sahara occidental sous la souveraineté marocaine. Cela n'est pas acceptable. Une telle décision nous fait rentrer dans un conflit et un contentieux diplomatique qui peut, pour l'avenir immédiat, si les autorités espagnols ne prennent pas des décisions urgentes au sujet de ce dossier, l'Algérie pourra faire monter d'un cran ses décisions futures. Et la suspension immédiate du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération entre Alger et Madrid est due principalement à la campagne tendant à justifier la position du gouvernement de Pedro Sánchez adoptée sur le Sahara occidental. Le président du comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, Saïd El Ayachi, est avec nous en direct pour en parler. Monsieur Ayachi, bonsoir. Monsieur Khir. Alors ce revirement était déjà considéré par Alger comme un acte de trahison envers la question sahraoui, mais aussi envers ses propres positions historiques. Maintenant qu'Alger a haussé le ton par rapport à ce dossier, peut-on s'attendre que Pedro Sánchez revoie ses copies? Je ne le crois pas. Avec Pedro Sánchez en tout cas.
Oui. D'abord, il est bon de préciser qu'il s'agit que l'Algérie a pris une décision de suspension et non pas de dénonciation ou d'annulation du traité d'amitié avec l'Espagne et l'Algérie. Oui. C'est là pour une raison majeure, c'est-à-dire on va attendre l'arrivée du prochain chef du gouvernement espagnol pour voir si probablement, comme cela est attendu, il va corriger la position de l'Espagne sur le dossier du Sahara occidental. Et par conséquent, il fallait s'attendre à cette dégradation des relations entre l'Algérie et l'Espagne, du fait que l'Algérie s'est sentie trahie par le gouvernement espagnol. Je parle du gouvernement espagnol et non pas de l'Espagne en tant qu'État, mais du gouvernement espagnol, celui de Pedro Sánchez. Du fait qu'il a existé, en plus de ce traité d'amitié qui date de 2002 entre l'Espagne et l'Algérie, il a été conclu un partenariat stratégique entre l'Espagne et l'Algérie, ce qui veut dire qu'il y avait une coordination entre les deux pays sur des secteurs majeurs comme la diplomatie, l'économie et la sécurité régionale. Bien sûr, cela facilitant par là même la dynamisation d'autres secteurs comme la culture, les sports, les échanges universitaires, etc. Mais c'est d'abord une relation de confiance, et cette confiance a été trahie par M. Pedro Sánchez, qui a cassé le vase, justement, et qui a montré qu'il y avait une mauvaise volonté politique du chef du gouvernement espagnol dans l'établissement de ce partenariat stratégique. Mais l'Algérie se défend. Oui. L'Algérie se défend de s'ingérer dans les affaires intérieures du gouvernement espagnol, mais l'Algérie se défend que l'Espagne puisse prendre une telle décision qui vient menacer la sécurité, la stabilité et la paix dans la région, puisqu'elle renforce l'occupation marocaine au Sahara occidental, ce qui amène de façon très légitime la résistance des Sahraouis. Par conséquent, il y a une guerre aux frontières d'Algérie. Et M. Ayachi, depuis beaucoup de temps, se consulter pour pouvoir favoriser, d'autant plus que l'Espagne a une responsabilité historique. L'Algérie et l'Espagne se consultaient depuis longtemps déjà pour pouvoir promouvoir le processus de paix dont est responsable l'Organisation des Nations Unies, pour pouvoir arriver à une solution juste et durable du conflit du Sahara occidental. Monsieur Ayachi, il y a aussi le fait que Pedro Sánchez s'expose. On connaît votre engagement vis-à-vis de la question sahraoui. Le dossier est soutenu par plusieurs blocs parlementaires en Espagne. Croyez-vous que l'avenir du Premier ministre est-il compromis ? Du tout. Monsieur Pedro Sánchez a fait une très très mauvaise affaire avec sa décision, et il a fait une très mauvaise évaluation des conséquences de sa volte-face traîtresse dans la position de l'Espagne au sujet. Une mauvaise évaluation vis-à-vis de la classe politique espagnole qui n'a pas consulté. Aujourd'hui même, d'ailleurs, il a été obligé de se présenter devant le Parlement, et d'une certaine façon, son avenir politique est plombé. Une mauvaise évaluation aussi parce que la réaction de la société civile espagnole, la rue espagnole gronde contre la volte-face honteuse de Pedro Sánchez, qui a déclenché une tempête de protestation de l'opinion civile espagnole, et cela ne s'arrête pas. Une mauvaise évaluation aussi en ce qui concerne les relations avec l'Algérie, nous venons de le voir. Il a sous-estimé la capacité de riposte des Algériens, et il va apprendre à ses dépens qu'il a fait un très mauvais calcul. Affaire à suivre donc après cette suspension, Saïd Ayachi. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Il était justement devant le Congrès ce mercredi. Pedro Sánchez, un chef du gouvernement, tenu d'éclaircir ce qu'il faut bien appeler un revirement à 180 degrés concernant le dossier du Sahara occidental, affaibli, critiqué au sein de son parti, de son cote de popularité grippée, se flirte avec Rabat au détriment de sa politique historique. Serait-il un énième faux pas avant le rendez-vous législatif de la mi-juin? Voici l'éclairage de Karim Bouaziz.
Un grand oral attendu en session plénière au Congrès de Madrid, une audition en guise d'examen scrutée par les membres du Congrès espagnol, venus surtout examiner un Pedro Sánchez acculé après les remous du scandale Pegasus, où les fils et autres trames restent à déterminer. Les raisons du changement de cap du gouvernement en ayant adopté le plan du Marzen à l'endroit du Sahara occidental laissent l'hémicycle politique du pays interrogateur. L'Espagne prend ouvertement le parti de Rabat, qui est aux yeux de Sanchez une voie de résolution du conflit en cours. Et pour ce qui est de Ceuta et Melilla, épineux problème entre le Maroc et l'Espagne, le chef du gouvernement a réitéré la souveraineté espagnole sur ces territoires. L'espagnolité de ces deux enclaves ne serait pas remise en cause. Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a exhorté les autres partis, comprenant l'Algérie, à changer de position par rapport au Sahara, comme le gouvernement, le sien, l'a déjà fait. Un revirement espagnol qui laisse pourtant songeur, voire même accrédité de tournant historique concernant ce dossier. Ses opposants lui reprochent d'ailleurs de ne pas avoir publié le contenu de la lettre qu'il a adressée au roi Mohamed VI et n'a pas consulté le Parlement pour annoncer la décision de soutenir le Maroc sur le Sahara occidental. Quel serait donc justement le contenu des négociations entre Mohamed VI et Pedro Sánchez qui déclenche des divisions internes au sein de son gouvernement et extérieurement hypothèque les volumes énergétiques à la consommation, notamment le gaz, des Espagnols qui sont de toute façon au conditionnel avec la crise russo-ukrainienne et ce, en accentuant une crise diplomatique avec l'Algérie. Pedro Sánchez, ciblé par le logiciel sioniste Pegasus, utilisé d'ailleurs par le Marzen pour espionner des figures politiques sahraouis comme le secrétaire général du Front du Polisario, Brahim Ghali. Alors que des élections législatives anticipées pourraient rabattre les cartes dans la vie politique espagnole, l'impact du Sahara occidental risque aussi en être un sérieux déterminant pour le parti de Sánchez, déjà bien affaibli avant l'entame du second tour. Et dans ce même registre, à noter que l'ancienne ministre espagnole des Affaires étrangères, Arantxa González Laya, a accusé le Maroc d'espionner son pays pendant la période du séjour du président sahraoui Brahim Ghali en Espagne pour des soins médicaux. C'était dans une déclaration au journal El Periódico d'Espagne. Et dans l'actualité également, je vous le disais en titre, la conseillère du secrétaire général des Nations Unies en Libye, Stephanie Williams, a souligné l'importance d'assurer le maintien de la stabilité et du calme sur le terrain, ainsi que la disponibilité des observateurs libyens et internationaux à mettre en œuvre les accords de cessez-le-feu pour activer de nouvelles mesures. Williams, qui a participé à la réunion du groupe d'observateurs libyens et internationaux sur l'accord de cessez-le-feu dans la capitale tunisienne. Les efforts de paix au Soudan à présent avec le début ce mercredi à Khartoum du dialogue sous l'égide de l'ONU, de l'Union africaine dont le Soudan est suspendu et de l'organisation régionale est-africaine, l'IGAD. Un dialogue qui se tient avec les militaires mais en l'absence des principaux blocs civils, notamment les forces de la liberté et du changement, fer de lance civil de la révolte populaire. Et je vous en parlais en titre vers un dénouement de la crise céréalière née du conflit en Ukraine. La Russie a affirmé ce mercredi être prête à garantir la sécurité des navires céréaliers quittant les ports ukrainiens avec la coopération de la Turquie, une assurance faite par son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors d'un déplacement à Ankara. Mohamed Wali Ben Shaban. Depuis Ankara et avec la coopération de la Turquie, la Russie se dit prête à garantir la sécurité des navires céréaliers quittant les ports ukrainiens. Kiev, pour sa part, refuse de diminuer le port d'Odessa pour permettre la reprise de ses exportations de céréales. Nous sommes prêts à assurer la sécurité des navires qui quittent les ports ukrainiens et se dirigent vers les détroits. Nous sommes prêts à le faire en coopération avec nos collègues turcs. La demande de Moscou qui vise à mettre fin aux sanctions qui bloquent les opérations d'exportation des céréales est jugée raisonnable. Nous parlons d'un plan qui comprend un mécanisme et une coopération entre les Nations Unies, la Fédération de Russie, l'Ukraine et la Turquie. À cet égard, les exportations d'Ukraine, y compris la question de l'examen des navires. Nous trouvons ce plan raisonnable et réalisable. Pour trouver un accord sur les exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire, la Turquie assure de mettre en place des mesures nécessaires.
Nous pensons que si le monde a besoin que les produits soient exportés à la fois de l'Ukraine et de la Fédération de Russie, il est avantageux pour nous tous d'ouvrir la voie à cela. Le conflit en cours depuis le 24 février fait flamber les prix et peser un grave risque de famine dans les pays qui en dépendent, en particulier en Afrique et au Moyen-Orient. Juste avant la guerre, Kiev exporte chaque mois 12% du blé mondial, 15% du maïs et 50% de l'huile de tournesol. Et 2 jours auparavant, Joseph Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, avait accusé la Russie d'être responsable de la crise alimentaire et de la crise des céréales dans le monde. Il a également accusé Moscou de s'efforcer de mettre cette crise sur le compte des sanctions internationales au lieu de chercher à mettre fin au conflit. Et pour évoquer cette conséquence douloureuse pour les marchés internationaux, nous accueillons via Skype Nabil Djema, expert en économie. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors les prix des céréales, on le sait, ont augmenté d'environ 60% depuis le déclenchement du conflit en Ukraine. Cette assurance de Moscou de sécuriser les navires céréaliers quittant les ports ukrainiens fera-t-elle baisser les prix de ces denrées tant convoitées ? Je ne le pense pas. Pourquoi ? Parce que cette année, c'est une année très mauvaise pour la production du blé dans le monde. Donc, nous savons que l'Ukraine produit avec la Russie l'équivalent de 31% du marché mondial. Et dû à cela, maintenant, c'est-à-dire la question que nous posons, c'est-à-dire comment la guerre en Ukraine menace la sécurité alimentaire du monde entier. Maintenant, justement, Nabil Djema, beaucoup de rapports ont évoqué les risques d'une crise alimentaire mondiale à moyen terme, voire à court terme. Un retour à la normale fera-t-il éloigner ces risques ? Bien sûr, si la Russie, c'est-à-dire elle pose sa volonté politique pour libérer les ports ukrainiens pour les exportations du blé, parce que ça fait 3 mois, les exportations sont quasiment à zéro en raison du blocus des ports du pays, de l'Ukraine. Une réalité qui est une vraie menace pour les régions dépendantes, avec le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et aussi même les pays qui produisent le blé qu'on a ne veulent pas exporter. Nabil Djema, merci beaucoup pour votre éclairage. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes expert en économie. Et malgré les assurances russes, le pessimisme plane toujours. Le secrétaire général de l'OCDE, Mathias Cormann, a dans ses dernières prévisions indiqué que l'économie mondiale s'enfonçait un peu plus avec le conflit en Ukraine et risquait de creuser plus bas encore. Par conséquent, nos perspectives économiques sont bien plus pessimistes qu'elles ne l'étaient il y a quelques mois. La guerre russe fait payer un prix lourd à l'économie mondiale. La croissance mondiale sera ainsi largement plus faible, avec une inflation plus élevée et plus persistante. Nos prévisions de croissance pour 2022 sont désormais de 3% au niveau mondial. Une baisse de 1,5 point de pourcentage par rapport à nos prévisions du mois de décembre dernier. Nous prévoyons également un ralentissement accru en 2023 avec un chiffre de croissance mondiale de 2,8%. Nos projections quant à l'indice des prix à la consommation ont été fortement revues à la hausse. Nos prévisions d'inflation en 2022 devaient atteindre 8,8% en moyenne dans les pays de l'OCDE, avant un recul avec l'allègement des pressions en 2023. Et la baisse des prix des matières premières, ainsi que les effets de la politique monétaire qui commenceront à se faire sentir. Et dans ce conflit russo-ukrainien et au moment où le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, se trouve en Turquie, les questions sur les négociations refont surface en dépit d'une profonde discorde qui s'accentue entre les deux parties. Amin Touta.
Au milieu d'un conflit qui s'éternise et des répercussions économiques plus virulentes que prévues, les pourparlers entre Kiev et Moscou semblent au point mort en dépit des médiations de toutes parts et qui tentent de réunir les deux parties sur la même table. Pour Kiev, une avancée sur le terrain doit être précédée de toute nouvelle campagne de négociation. Une volonté ukrainienne qui survient dans un contexte d'appui militaire occidental pour Kiev en matière d'armement. Un appui qui pourrait freiner les tentatives de rapprochement entre Russes et Ukrainiens. S'ajoute à cela le campement de chaque partie sur ses positions depuis le début du conflit le 24 février passé. Toutefois, l'aspect économique semble lancer les signes d'un rapprochement, notamment après la visite du ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov en Turquie ces dernières heures pour discuter de l'instauration de couloirs maritimes afin de faciliter le commerce des céréales en mer Noire. Des convois maritimes au départ des ports ukrainiens, ce qui pourrait amener éventuellement les deux parties à établir des pourparlers. Auparavant, la Russie et l'Ukraine se sont engagées à négocier sur plusieurs rounds de rencontres en Biélorussie et en Turquie depuis les premiers jours de l'opération militaire russe. Les belligérants se sont contentés de trouver quelques points d'accord sur les corridors humanitaires et l'évacuation de civils des zones de combat, mais sans une réelle issue au conflit. Et dans ce conflit également, les Africains proches de la Russie dans le collimateur des États-Unis. Le Congrès américain a adopté dernièrement le projet de loi relatif à la lutte contre les activités de la Russie en Afrique. Les gouvernements et les responsables africains encourent désormais des sanctions. Neila Hamouda. Les pays amis de la Russie sont dans le collimateur de Washington. Le secrétaire américain examine une législation visant à lutter contre les activités russes en Afrique. Une fois entrée en vigueur, cette loi exigera du secrétaire d'État américain d'élaborer et de soumettre au Congrès une stratégie et un plan de mise en œuvre décrivant les efforts entrepris par les États-Unis pour lutter contre l'influence et les activités de la Russie en Afrique. Washington devra garder l'œil sur les actions du gouvernement russe et de ses alliés africains, notamment les sociétés paramilitaires privées, en particulier le groupe Wagner. Cette surveillance doit également s'étendre à d'autres entités alignées au Kremlin, telles que les oligarques proches du président Vladimir Poutine. La Maison-Blanche ne s'arrête pas là, d'autres cibles seront visées, telles que les entrepreneurs financés par le gouvernement russe. Son objectif est de contrer les efforts russes visant à manipuler les gouvernements africains et leurs politiques, entre autres sur la scène géopolitique. Riche de son potentiel naturel qui a attiré pendant des décennies le colonisateur occidental, le continent africain devient désormais un terrain de bataille géopolitique entre les deux puissances et en plein conflit russo-ukrainien qui a changé la nature de l'ordre mondial. Cette nouvelle approche américaine est-elle conçue du moins en partie pour pénaliser le continent africain en raison de son manque relatif de soutien à l'effort des États-Unis pour sanctionner la Russie? Devant ce contexte, les questions se posent sur le choix souverain des pays africains et leur capacité de choisir un camp au détriment d'un autre, ou bien un non-alignement et une neutralité dans un conflit qui perdure depuis le 24 février dernier. Et s'agissant justement de diplomatie américaine, Washington est en perte de vitesse en Amérique latine. Pour preuve, le sommet des Amériques qui se tient à Los Angeles est boudé par le président mexicain Andrés Manuel López Obrador qui a décidé de boycotter cette rencontre suite à l'exclusion de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua. Washington ne s'attendait pas à ce qu'une telle position soit aussi clairement affiché. Imen Merad. Le sommet des Amériques qui se tient à Los Angeles depuis le 7 juin et qui prendra fin le 11 du même mois était pour le président américain Joe Biden une opportunité de relancer le dialogue avec l'Amérique latine. Chose difficile à concrétiser dans la mesure où bon nombre de pays ont décliné l'invitation et ont annulé leur présence à ce sommet, à l'instar du Mexique, des pays des Caraïbes, du Honduras ou encore du Guatemala. Suite à la lance par Washington de ne pas convier au sommet des Amériques certains pays latino-américains, à savoir Cuba, le Venezuela et le Nicaragua, plusieurs chefs d'État des pays centra-américains et latino-américains ont en effet boycotté le dit sommet. Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a annoncé lundi dernier qu'il ne participera pas au sommet des Amériques.
En ce qui concerne le sommet, je peux maintenant informer le peuple mexicain que je ne participerai pas au sommet. Marcelo Ebrard, le ministre des Affaires étrangères du Mexique, me représentera. Et je ne vais pas au sommet parce que tous les pays des Amériques ne sont pas invités. Ned Price, le porte-parole du département d'État américain, a pour sa part déclaré qu'il comprenait la réaction du président Obrador. Nous avons entendu le président López Obrador aujourd'hui. Nous comprenons sa position sur ce sujet. Comme je l'ai déjà dit, nous sommes impatients de nous entretenir avec le ministre des Affaires étrangères, M. Ebrard. Le fait est que le Mexique est un partenaire important sur toute une série de questions. Vous avez mentionné l'une d'entre elles, la migration, mais il y a un certain nombre d'autres questions. De leur côté, les peuples autochtones d'Amazonie demandent à être entendus au sommet des Amériques. Atossa Soltani, fondatrice et présidente de l'association Amazon Watch, a dénoncé cette discrimination. La voix des autochtones n'est pas entendue à ce sommet. L'entrée a été refusée à leur délégation, même ici à Los Angeles où les leaders mondiaux sont réunis. Les autochtones n'ont pas pu participer ou accueillir les dirigeants internationaux. Donc il y a des critiques sur la manière dont ce forum est organisé. L'image de cohésion entre les États-Unis et ses voisins, que le sommet était censé refléter, pourrait être entachée par les multiples boycotts qui risquent de discréditer cette exemplarité de coopération et mettre en lumière les désaccords entre les pays voisins. Proche-Orient, les exactions de l'entité sioniste se poursuivent et ce, au sein même de l'esplanade d'Al-Aqsa qui a connu des incursions de colons sous protection des forces d'occupation, une politique récemment dénoncée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Safwan Ben Sabri. Depuis mercredi matin, des dizaines de colons extrémistes ont pris d'assaut l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa sous la protection des forces d'occupation israéliennes, tandis que celles-ci menaient des opérations d'arrestation dans des zones distinctes de Cisjordanie, ciblant au moins 20 Palestiniens. Les autorités palestiniennes ont signalé que plus de 80 colons avaient participé jusqu'à présent à la première série d'incursions et effectué des rituels et des prières spéciaux dans la région orientale, près de la chapelle Bab al-Rahma. De nombreux observateurs ont dénoté et dénoncé ce qui a été qualifié de volonté de judéisation d'Al-Aqsa, troisième lieu saint de l'islam. L'entité sioniste a par ailleurs été épinglée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui accuse l'entité d'être la source des tensions entre Palestiniens et sionistes. Les conclusions et recommandations liées aux causes profondes de ce conflit pointent dans leur immense majorité vers Israël. Ce que nous analysons comme un indicateur de la nature asymétrique du conflit est la réalité d'un État qui en occupe un autre. Après un mois de Ramadan particulièrement violent et l'assassinat de journalistes venus couvrir les agressions sionistes, l'entité ne semble pas vouloir se plier aux règles du droit international. Parlons sport, football à présent. Les Verts ont assuré le spectacle ce soir à Dar es Salaam. L'Algérie vient de remporter une précieuse victoire face à la Tanzanie. Victorieux 1-0, les Verts confortent leur place de leader du groupe F à l'issue de la deuxième journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations. La CAN 2023 en Côte d'Ivoire, prévue du 23 juin au 23 juillet. À noter que les buts de la rencontre ont été inscrits par Rabé Ben Sebaini à la première période, tandis que Mohamed Lamine Amoura a enfoncé le score à la seconde période, débloquant son compteur en sélection. Et à noter également que c'était dans sa première apparition sous le maillot de l'équipe nationale. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur Al 24 News.